Cyril Azif-Thomas et Jean-Marc Balette et pour parler de la place des proches dans le champ de la psychiatrie et la pédopsychiatrie aussi. J'ai dit donc, que je devrais m'échapper encore de table ronde et je m'en excuse, mais je prends quand même le micro parce que le premier orateur, en l'occurrence, est mon ami et collègue Jean-Christophe Coffin, que je ne pouvais pas ne pas présenter, voilà, personnellement. Jean-Christophe est historien, spécialisé entre autres dans le domaine de l'histoire de la psychiatrie, avec voilà, en particulier un angle d'attaque sur Henri Hay, donc il ne va pas vous faire un grand angle de conférence sur ce sujet-là, mais avec de formidables ouvrages qu'il a écrits. Et nous avons voilà, usé nos fonds de culotte à l'Université Paris-Descartes ensemble, non pas comme étudiant, mais comme enseignant, il y a quelques années. Et en fait, voilà, je suis très heureux de l'accueillir, et je voulais le dire, parce qu'un colloque, c'est aussi des moments d'émotion et d'amitié. Et bien évidemment, vous verrez qu'il va porter un regard, comme tous les acteurs de sciences humaines, interrogatif et dérangeant sur les pratiques des professionnels de santé. Merci, merci Grégoire, merci aux organisateurs, aux organisatrices. Ça fait assez longtemps que je n'ai plus participé directement à un colloque où le mot éthique est extrêmement présent. J'évoquerai peut-être ultérieurement une table ronde sur le sujet dont je vais parler, qui était une table ronde d'éthique dans un congrès européen avec plusieurs milliers de personnes. Et à ma grande surprise et mon grand désespoir, je dirais, il n'y avait que 50 personnes dans cette table ronde. Bref. Alors, depuis quelques années, le sujet des demandes de transition de genre, je vais utiliser le mot transition de genre pour aller vite, mais il mériterait sans doute un peu plus de subtilité et de complexité. Donc, ces demandes de transition de genre, parmi les mineurs, sont régulièrement présentées à travers des polémiques médiatiques ou à travers l'idée d'une sorte d'épidémie sociale, créant ainsi un contexte cognitif inquiétant. Alors, son existence est cependant face à nous, et l'histoire de ces demandes est suffisamment ancienne pour qu'on puisse prendre un peu de recul et l'étudier. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essentiellement de me concentrer sur les formes du contexte social, politique, intellectuel et moral de la pérédance, et de proposer un très rapide tableau de quelques-unes des tensions et des défis que j'ai pu identifier. Je ne suis pas le seul, évidemment, à les avoir identifiés. Alors, le diagnostic officiel sur les demandes de transition est nommé généralement à travers l'expression de dysphorie de genre, si on reprend les nomenclatures en vigueur. Cette expression n'est pas nécessairement utilisée par tous les professionnels, alors même que cette expression a remplacé d'autres formulations. L'opération sémantique a consisté à quitter la tonalité pathologique stricto sensu, tout en maintenant une désignation dominée par l'inconfort et le mal-être des sujets. Nous sommes cependant dans un contexte où les désignations sont relativement mouvantes. Certains optent pour des désignations qui pointent un trouble d'intensité variable, tandis que d'autres utilisent des termes qui mettent en avant un processus de construction identitaire, une subjectivité qui avance à son rythme et de façon peut-être inattendue par rapport aux normes attendues. Dans les situations les plus polarisées, et elles existent, les individus, y compris lorsqu'ils sont mineurs, peuvent ainsi employer des mots différents alors qu'ils appartiennent officiellement à une même communauté linguistique. C'est la raison pour laquelle je pense que l'on peut dire que la configuration générale se distingue à la fois par un contexte de pluralisme moral et par un contexte de forte polarité. Le premier est ancien et le second a été en large partie fabriqué dans ces dernières années. Je renvoie par exemple au phénomène de pétition alarmiste de professionnels et d'experts de l'enfance. Quoi qu'il en soit, cette polarité doit être constatée dans la mesure où je fais l'hypothèse qu'elle détermine, ou à tout le moins exerce,
une influence qu'il faudrait mesurer précisément sur les agissements des professionnels et que les usagers n'y sont évidemment pas eux-mêmes insensibles. Le contexte intellectuel et social, tel qu'il s'était dessiné et qui semble se reformuler sous nos yeux, pourrait à terme déstabiliser le pluralisme moral qui s'était pourtant installé depuis plus d'une dizaine d'années. Pourquoi cette expression de pluralisme moral? Pour souligner que nous sommes, selon moi, dans une situation où l'on constate qu'il n'existe pas un ensemble de valeurs qui fédèrent l'ensemble du corps social ou même l'ensemble plus restreint des acteurs et des actrices les plus concernés par le sujet des situations d'identité de genre et de la construction des identités sexuées. Le fait qu'il règne une grande incertitude sur les causes et la compréhension de ce qui s'appelait hier la transsexualité n'est également pas sans rapport. Cette clinique de la transidentité, pour reprendre les termes contemporains, se confronte à l'incertitude, comme hier, la clinique de la transsexualité, et ce pour différentes raisons. Certains aspects de cette incertitude se sont éloignés, comme par exemple du côté de la technique chirurgicale et plus largement des opérations de modification physique. D'autres restent d'actualité, même dans le temps présent. Par exemple, le pronostic, voire même le diagnostic. C'est la raison pour laquelle il y a un régime de vérité médicale faible qui se télescope avec un savoir qui cherche à être alternatif ou qui cherche à modifier celui des médecins eux-mêmes, étant divisé en plusieurs spécialités autour de la transsexualité hier et de la santé transgenre aujourd'hui. La clinique des transitions n'a jamais été sous la seule domination de la psychiatrie, car on a eu affaire à des dispositions interdisciplinaires et toute la subtilité a été de trouver des articulations entre ces différents savoirs. Quelques mots sur le contexte politico-juridique et social dans lequel se retrouvent les auteurs de ces demandes de transition, pour rappeler que le contexte juridique a toujours été très déterminant et qu'il le reste encore. Ce contexte a largement changé au cours de ce siècle. Sans trop entrer dans le détail, beaucoup de points qui étaient jugés comme impossibles le sont désormais. Un des phénomènes majeurs étant celui que l'on appelle la transition sociale. Toutefois, ces avancées ne sont pas parvenues à réduire les difficultés des parcours d'adolescents en quête d'une autre expression de genre. L'enquête sur les mineurs trans, pilotée par l'INED, a mis en lumière la dureté de certaines situations, notamment la part importante des violences intrafamiliales dont ils sont victimes. Le suicide et le risque de suicide sont aussi évoqués de manière récurrente dans les témoignages et d'ailleurs aussi dans les enquêtes lorsqu'elles existent. Ces adolescents, qui étant par ailleurs très minoritaires, ils sont d'autant plus exposés au désarroi et à la solitude, rendant leurs revendications comme inaudibles. Dans ce contexte d'évolution et de reformulation des dispositifs de soins, des récits sur les identités et sur la question trans, comment les personnes procèdent-elles, a fortiori lorsqu'elles sont mineures? La famille n'est pas le problème, elle est la solution, comme l'indique un collègue psychiatre de l'enfant. Je n'ai pas ici de message prescriptif à transmettre, mais plutôt de considérer les familles ou d'essayer de les considérer telles qu'elles sont. Pour ma part, je suis plus sensible à la notion proposée par des sociologues de désordre familial, qui ne renvoie pas tant au chaos qu'à la diversification des situations familiales. La notion également de famille choisie me paraît tout à fait appropriée pour travailler sur ces questions. On ne peut donc dresser face à une telle diversité un tableau homogène, mais on peut repérer grâce aux témoignages, aux récits anciens et récents, aux enquêtes sociologiques ou de psychologie sociale, quelques éléments récurrents. L'hostilité, l'incompréhension, l'incertitude, toujours, la médiation, le soutien sont des termes souvent invoqués et ils permettent de comprendre en quoi des proches aidants peuvent être nécessaires. Dans le contexte de polarité sociale qui est le nôtre, le travail de ces aidants est rendu plus difficile. Les discours alarmistes, voire manipulateurs, viennent perturber les familles et les gêner dans la construction d'une aide à l'égard de leurs proches.
Ils ne sont pas sans effet naturellement sur des professionnels lorsque ces derniers sont associés par d'autres à des sortes de gourous. Le mot est entre guillemets. Certains membres du système de santé semblent refuser l'idée qu'il puisse y avoir une diversité dans les dispositifs pensés pour les demandes de transition. C'est en tout cas la réalité pour le moment, et je crois pouvoir affirmer que c'est une des caractéristiques de la clinique trans. Les premières cliniques se sont positionnées dans un rapport d'écoute et de prise en compte du patient qui n'était pas traditionnel en psychiatrie il y a une cinquantaine d'années. Juste un exemple, celui du travail mené par le psychiatre et psychanalyste californien Robert Stoller, alors même qu'il avait commencé sa carrière en associant très classiquement transsexualité et formes psychotiques, s'est complètement, je dirais, écarté de cette approche strictement pathologique. Aujourd'hui, on trouve des dispositifs cliniques à la recherche d'une éventuelle pathologie, tandis que d'autres cherchent à comprendre et à circonscrire les souffrances exprimées à travers des demandes parfois contradictoires ou confuses. Cette diversité atteste que le champ n'est pas animé par un paradigme unique, même si les efforts de protocolisation sont établis afin de permettre aux personnes de s'orienter aussi clairement que possible. L'aidant doit cependant apprendre une cartographie parfois complexe des prises en charge. Mais finalement, je dirais que ce travail n'est pas propre à ce type d'aidant. Dans un contexte social où les minoritaires sont toujours exposés à d'incessants reproches, l'aidant devient à la fois nécessaire et peut-être, bien sûr, hors de la famille. Cela peut devenir un soignant qui a épousé la cause de son patient. Cette présence de l'agir militant est exposée à de vives réticences, pour ne pas dire plus, par un très grand nombre de professionnels au nom d'une éthique de la neutralité sur laquelle, personnellement, j'aurais beaucoup à dire. C'est cependant un agir qui peut apparaître légitime dans des contextes de vive opposition aux demandes de transition. Quoi qu'on en pense, cet agir militant, qui amène à une alliance à la fois politique et thérapeutique entre les soignants et les usagers, a désormais une histoire faite d'une petite cinquantaine d'années. Pour reprendre l'exemple de Robert Stoller, sa réputation auprès des personnes transsexuelles des années 70 s'était répandue assez rapidement, au point qu'il fut remercié publiquement par une association canadienne de personnes trans pour le travail d'écoute et de compréhension à leur égard. Et Stoller n'était pas un militant de la cause LGBT. Cette aide de la part des personnes qui ne sont pas les aidants spontanés est actuellement étudiée par plusieurs travaux de sociologie ou d'anthropologie. C'est le cas, par exemple, de l'observation, je ne donne juste cet exemple, de l'observation d'un réseau informel de jeunes trans où on demande de transition en contexte néerlandais. Je prends le contexte néerlandais puisque ce pays apparaît pour certains professionnels français, mais pas uniquement français, comme le pays où l'on distribue des bloqueurs de puberté à des adolescents, comme nous distribuons à nos enfants des pains au chocolat à l'heure du goûter. Alors cet exemple est donc doublement intéressant, tout d'abord parce qu'il s'inscrit dans ce pays présenté comme très audacieux, mais néanmoins, en dépit de cette accessibilité, on mesure l'existence de ce réseau des aidants. C'est un réseau qui est constitué par les personnes qui livrent et partagent leur expérience, un réseau qui vient compenser les difficultés d'accès aux soins, organiser l'attente pour rencontrer des psychologues bienveillants et pour faire circuler la parole de manière autonome sur plusieurs sujets, dont par exemple les modifications physiques et leurs risques éventuels. Le deuxième aspect intéressant est que ce travail s'inscrit dans une étude plus générale sur ce que la digitalisation de la vie sociale fait à cette dernière. Les réseaux sociaux sont ici devenus une arme et non pas, je dirais, une technique d'emprise. Alors, pour respecter le temps qui m'est demandé, je terminerai donc sur
la question de l'autonomie et de la vulnérabilité, puisque ce sont effectivement deux notions qui sont particulièrement, je dirais, appropriées à ce type de situation. La vulnérabilité, je pense qu'elle est assez peu contestable. L'autonomie, en revanche, est beaucoup plus discutée, puisque précisément se pose la question de l'autonomie des adolescents, et qu'actuellement, un certain nombre de professionnels proposent non plus que l'on sollicite l'ado à partir de 16 ans, mais à 18, voire à 25 ans. Donc en fait, la vulnérabilité est parfois utilisée, je dirais, contre l'autonomie ou la fabrication de l'autonomie chez l'adolescent. Merci. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Désolé pour cette contrainte de temps. On pourrait effectivement quasiment faire une journée complète sur ces questions-là, tant les enjeux sont complexes et les questions nombreuses. Mais on va tout de suite peut-être passer la parole à Cyril, Asif Thomas. Écoutez, merci beaucoup. Alors, moi, ma tâche est plutôt de regarder un petit peu le périmètre de ce qu'on peut dire aux proches, des limites, de regarder les limites entre le partage de l'information et le respect. Il a été écrit dans le titre absolu du secret, peut-être qu'on pourra en reparler, et de savoir un peu quelles sont les interactions entre soignants et aidants. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire. On pourrait aussi faire une journée, cher Guillaume, sur ce sujet. Alors, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, M. Coffin, moi qui m'a beaucoup intéressé, vous avez dit quelque chose qui peut-être paraître une évidence, mais qui, à mon avis, gagne à être connu et à être retravaillé. Vous avez dit, le problème n'est pas la famille est la solution. Et je crois important d'insister un petit peu sur ce que vous avez dit, parce que ça concerne aussi ce que je vais avoir à exposer ou à partager avec vous. Avant d'être un objet de pensée, la famille est ce par quoi nous nous sommes mis à penser. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. C'est la matrice de notre personnalité, de notre capacité de penser, de notre réflexion. Et quand on veut mieux comprendre un patient, ça peut être très intéressant de mieux comprendre la famille. Alors c'est notamment le cas en psychiatrie, parce que en psychiatrie, on est parfois impacté par un certain nombre de troubles du comportement, de troubles de personnalité, de troubles de la pensée. Et on a bien souvent bien besoin de la famille, et en même temps, parfois, on se dit, bah oui, mais la famille est dysfonctionnelle et participe des troubles du malade, et donc c'est très compliqué. Alors, pour aller très vite, je vous dirais que, aussi par rapport à la personne de confiance, il faut bien voir qu'il y a peut-être aussi deux grandes parties qui se recouvrent parfois, mais qui sont très différentes. Quand vous avez quelqu'un qui rassemble les symptômes, la souffrance et la demande, qui est claire dans ce qu'elle dit, qui vient voir son médecin, on est dans le cas d'une consultation classique. J'ai envie de dire, on ne se pose pas tant que ça la question de la personne de confiance. Peut-être à tort, mais on ne se la pose pas tant que ça. Quand vous avez par contre, justement, parce que les familles rentrent dans le jeu, quelqu'un qui a des symptômes, par exemple symptômes psychiatriques, quelqu'un d'autre qui a une souffrance, par exemple la conjointe ou les enfants, et quelqu'un d'autre encore qui a une demande, quand vous avez trois personnes différentes qui rassemblent tout ça, vous vous dites, je ne peux pas prendre juste le patient en consulte, quoi. Il faut aussi que j'apprenne à travailler avec la famille. Et là, se mettent en jeu aussi quand même des préconceptions, c'est sympathique de le dire comme ça, parfois des préjugés, hein, je vais vous en donner un, qui interfèrent là-dedans. Alors, un des préjugés, c'est de dire, les familles sont manipulatrices, par contre, les soignants ont des stratégies. Hein, voilà, ça, c'est facile, mais c'est souvent ce qu'on entend. Alors, quelques mots rapidement, une fois cette petite introduction, vous dire l'intérêt de lire les avis du Comité consultatif national d'éthique. Moi, je le dis à chaque fois qu'il y a une réunion des espaces éthiques, et notamment l'avis 147 qui touche à la crise de la psychiatrie, une alerte éthique, j'insiste sur ce mot, droit d'alerte, hein, c'est aussi un droit de l'homme, et on y apprend vraiment beaucoup de choses très très intéressantes. Alors notamment, moi je suis dans le champ de la psychiatrie sujet âgé, mais l'alerte considérable autour de la pédopsychiatrie, qui est dans une situation catastrophique, et mon collègue peut-être y reviendra. Vous rappelez qu'en psychiatrie, le suicide reste la première cause de mortalité, notamment chez les jeunes, et que chez les sujets âgés, les troubles psychiatriques sont l'une des premières causes de morbidité et surtout de mortalité prématurée.
ce qui doit aussi nous interroger à l'aune de l'année grande cause nationale santé mentale. Alors, je ne vais pas me dérober à la question éthique et aux difficultés qu'il y a à travailler avec les proches, qui renvoient aussi à la difficulté d'apprendre de la famille, d'accepter d'apprendre de la famille. Le médecin pourrait se dire, bon, j'ai mes diplômes, j'ai mes compétences, j'ai mon expérience, j'ai rien à apprendre de la famille. Ça serait, à mon avis, une grave erreur. Et que disent les familles, et notamment les familles de patients qui sont pris en charge en soins sans consentement? Ils nous disent, je cite Madame Richard, « Lorsque le proche est majeur, les personnes qui l'hébergent ne reçoivent aucune information, le psychiatre mettant en avant le secret médical. La famille aidante se retrouve seule à gérer la violence, les comportements difficiles et les crises, ce qui est très destructeur. » Alors bien évidemment, je pense que ça ne serait pas soignant, ça ne serait pas digne d'un médecin, et je me tourne vers Régis Sobry parce qu'il sait bien ce qu'il en est, de ne pas entendre la demande, que ce soit la demande d'une famille confrontée à des troubles psychiatriques ou la demande de quelqu'un qui demande une aide active à mourir. Entendre la demande, se centrer sur la souffrance, encore une fois, c'est vraiment la mission du médecin. Et à la fois, le médecin, il a un code de déontologie, il a une loi, qui est celle qui régit notamment la question du secret médical, obligation générale et absolue. Et on connaît bien cette philosophie qui est celle, non pas des soins sans consentement, mais de ces soins qui nous font dire qu'il n'y a pas de soins sans confidence, qu'il n'y a pas de confidence sans confiance et qu'il n'y a pas de confiance sans secret. Donc on est pris quand même dans une tension entre aider la famille à dépasser sa souffrance, à accompagner au mieux et à aider leurs proches malades, et de l'autre côté, respecter ce secret dont le serment d'Hippocrate nous a transmis la formule multiséquelaire, admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Donc on est quand même dans une situation délicate. Je ne dirais pas que le psychiatre est vulnérable, mais pas loin. Et le secret médical est quand même à considérer non seulement en tant que symbole du respect de la personne, ça je crois que c'est quand même acquis dans les consciences, mais aussi comme levier ou garant du respect de la subjectivité de la personne. Et Dieu sait que protéger la subjectivité de la personne souffrant de troubles psychiques, c'est aussi soutenir, sauvegarder sa dignité, et là on ne peut pas se dérober. Pour autant, on a un devoir d'information de l'entourage, on le sait bien, notamment on se doit d'informer. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, sans se crisper sur les règles, informer la famille, à condition que le patient soit lui-même informé préalablement de ce qui peut être partagé et de respecter l'opposition éventuelle du malade qui pourrait dire « non, moi je ne souhaite pas qu'on transmette telle ou telle information ». Alors, on se doit de protéger la dignité du patient. D'un autre côté, il faut bien voir, et ça c'est rarement entendu ou aperçu ou entrevu, que l'aidant familial, et je prends ce mot que j'ai souvent utilisé pendant mes premières années de publication, maintenant on parle de proche aidant, la loi parle de proche aidant, mais l'aidant familial participe de la dignité du malade en ce sens que la dignité fonde l'accès aux soins. Et bien souvent, ceux qui font la demande d'accès aux soins, c'est la famille. Donc ils participent de la dignité du malade, et c'est pour ça qu'on se doit d'apprendre à mieux considérer les aidants, à mieux travailler avec eux. Alors parfois, la jurisprudence nous éveille aussi sur ce qui ne va pas. Je vous citerai une jurisprudence que connaissent bien les juristes, c'est celle de la Cour d'appel de Douai du 26 septembre 2013, où une jeune femme qui avait des problèmes de couple se retrouve hospitalisée sans son consentement, alors dans le registre du péril imminent, et pour laquelle le directeur aurait, je dis bien aurait parce qu'on n'a pas retrouvé la trace dans le dossier, aurait informé le mari de l'hospitalisation de son épouse, avec qui il était en instance de divorce. Et le mari aurait dit quelque chose d'approchant, du genre « très bien, gardez-la, c'est aussi bien comme ça, tant mieux ». Et cette dame était hospitalisée sans son consentement, n'avait pas accès à son téléphone portable, ne pouvait pas parler avec ses proches. Et le juge va être mis en devoir de trancher parce qu'elle va interjeter appel de ce que va dire et décider le juge de liberté.
Et à Douai, la cour d'appel dit que la personne qui aurait dû être informée dans les 24 heures, ce qui impose la loi en cas de péril imminent, aurait dû justement non pas être le mari, parce que c'était quelque chose qui ne pouvait pas être dans l'esprit de la loi, et que par contre, la personne aurait dû pouvoir appeler ses parents. Et leur conclusion, c'est que le non-respect de cette exigence légale afférente à l'avis de la famille porte nécessairement atteinte aux droits de la patiente, car elle n'a pu, faute d'avoir par devers elle un téléphone portable, avertir ses parents que quelques jours plus tard. Je vous rappelle l'esprit de la loi, informer un tiers, informer un parent, informer un proche, parce que ce proche, justement, peut être en capacité de saisir aussi le juge des libertés sur tel ou tel aspect qui serait attentatoire à la dignité de la personne. Donc on ne peut pas de toute façon ignorer l'importance de la mise en place d'interactions soutenantes, enrichissantes entre l'équipe médicale, on va dire au sens large, et l'entourage et les proches, légitimes ou non, auxquels le malade, avec lesquels il a des liens privilégiés, dont on dit de nature à agir dans l'intérêt de la personne. Et je vais faire une petite transition de la jurisprudence à la prudence, qui irrigue ce mot très beau de jurisprudence. Et je pense qu'il est important que les médecins réapprennent la prudence, que les médecins aient une certaine méthodologie d'approche du partage d'informations en se posant un certain nombre de questions. La première, c'est pourquoi ? Dans quel but les informations sont-elles partagées ? Les soins, point d'interrogation, est-ce que c'est en lien alors avec l'intérêt du patient ? Donc d'abord le pourquoi, ensuite le qui. Le destinataire des informations est-il vraiment concerné ? Quel est le lien entre le destinataire et le patient ? Y a-t-il en ce cas une relation de confiance ? On en parlait tout à l'heure. Et le destinataire tient-il à cœur les intérêts du patient ? Là, je crois que c'est vraiment les questions de base, mais il faut prendre ce temps-là d'investiguer ces questions-là. Et puis, autre question en psychiatrie, ce n'est pas toujours simple, le destinataire des informations va-t-il pouvoir assimiler les informations ? Là, dans le cas de la cour d'appel de Douai, on voit bien le mari, il n'a pas du tout envie d'assimiler les informations. Il se dit, c'est une bonne façon de mettre à l'écart mon épouse. Et puis tant pis si, en fait, la réalité, c'était plus un problème de couple qu'un problème psychiatrique. Voilà, ce qui est quand même posé une question de fond. Le destinataire peut-il les intégrer émotionnellement ? Je vous donne un exemple. Vous annoncez une maladie d'Alzheimer à quelqu'un. Bon, la personne peut être sidérée, la personne peut oublier, la personne peut ne pas oublier. Et quand elle rentre à la maison, si elle casse tout à la maison, ce qui s'est déjà vu dans certains types de cas cliniques et d'histoires de vie, évidemment, ça va être d'autant plus difficile à intégrer émotionnellement pour le proche. Donc, on se doit d'être prudent. Et puis enfin, qui est le fournisseur des informations le plus approprié ? Qui les communique le mieux ? Parfois, moi, je suis responsable d'un service de psychiatrie sujet âgé. Certains de mes chefs d'unité se tournent vers moi en me disant « je ne me sens pas bien là, dans la possibilité d'informer, ça ne le fait pas avec la famille, est-ce que tu pourrais t'en charger ?» Donc le chef de service reprend, on va dire, le relais pour essayer d'établir la meilleure relation de confiance. Donc c'est important aussi de parler confiance, mais aussi expertise. Est-ce que j'ai la bonne expertise pour donner l'information ? Vous voyez, toutes ces questions sont vraiment essentielles. Et elles sont à replacer, je pense, dans un esprit de professionnalisme qui, évidemment, est irrigué par le serment d'Hippocrate, mais enfin, aussi par rapport à toutes les recommandations de bonne pratique ou voilà, les formations qu'on a pu faire, l'amour de son métier, du sens de son métier. Moi, je crois vraiment important à une règle assez simple qui est la règle de loyauté. C'est-à-dire que déjà, voilà, quand on informait la famille, on ne le faisait pas dans le dos du malade. Ça paraît évident, mais on informe en présence du malade. Alors parfois, il ne peut pas exprimer sa volonté, comme on l'a dit, et la personne de confiance a toute sa place ici. Mais enfin, généralement, dans la grande majorité des cas, la personne peut être présente. J'ai connu un temps que les moins de 20 ans, comme dit l'autre, ne peuvent pas connaître, où on rassemblait le proche aidant. À l'époque, ce n'était pas la cadre de santé, c'était la surveillante, et on décidait du placement en EHPAD. Et le principal intéressé ne participait pas, n'était pas convié à la discussion. C'est pas si loin.
On parlait de 20 ans tout à l'heure pour la personne. Je vous avoue que c'était pas si loin. J'ai connu ça. J'ai connu ça quand j'étais interne. Donc voilà, c'est important la règle de loyauté. Et puis la règle de loyauté en psychiatrie, ça prend une dimension encore plus importante. Parce que quand vous faites quelque chose dans le dos d'un patient qui par ailleurs a une personnalité paranoïaque, je peux vous dire que ça le fait pas vraiment. Hein. Ça aggrave les dysfonctionnements. Alors très curieusement, je fais une petite et puis je vais arrêter. Petite anecdote. C'est pas parce que quelqu'un est paranoïaque et qu'il a donc ce triptyque qu'Henriet aimait à dire, méfiance, orgueil, égocentrisme, c'est pas parce que quelqu'un est méfiant qu'il ne peut pas désigner une personne de confiance. Là aussi, j'ai vu des personnes tout à fait paranoïaques être en grande capacité, parce que c'était très pertinent d'ailleurs, celui ou celle qu'il désignait comme personne de confiance. Donc voilà, quelques mots pour vous dire qu'il faut travailler de façon intelligente avec les proches. Les textes nous y aident hein, dans la grande majeure partie. Et aussi se soucier de la santé des proches. On n'a pas le temps, mais il faudrait en dire un mot. Je terminerai juste sur quelque chose pour qu'on comprenne bien quand même. Le secret médical, effectivement, est vectorisé par le respect de la personne humaine. Mais il faut toujours avoir en tête qu'il est surtout légitimé par la défense ou la protection de quelqu'un. Et ce qui pose plutôt la question, non pas des valeurs, mais de la hiérarchie des risques et des intérêts de tel partage d'informations, de telle délivrance de diagnostic, de telle mise en éveil sur un pronostic parfois très sombre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Cyril. Beaucoup de questions évidemment, mais avant cela, est-ce que la lumière pourrait être baissée pour... Jean-Marc, tu veux dire voilà. un mot de présentation Oui, avant peut-être ou... Donc, bonjour à tous. Donc, ça me fait très très plaisir d'être ici. Il y a une quinzaine d'années, on a jeté les premières pierres de cet espace éthique très vivant avec des gens extraordinaires qu'on retrouve aujourd'hui. Et peut-être, je me disais que oui, 15 ans, c'est à la fois long, mais aussi court, et que peut-être le besoin d'avoir des espaces éthiques profondément ancrés dans nos structures sanitaires et médico-sociales est-il encore plus aigu. Et je pense en particulier à ces qualités héristiques de l'éthique, c'est-à-dire cette capacité à se bagarrer dans ce que j'essaye d'enseigner aux étudiants, dans une impertinence respectueuse, une capacité à s'indigner de ce qu'ils voient pour que les choses changent, et dont je pense qu'on a de plus en plus besoin dans nos hôpitaux. Donc oui, il y a des secteurs qui sont en très grande souffrance, je pense qu'on ne va pas insister. La pédopsychiatrie, parmi d'autres, est en souffrance, mais on pourrait dire aussi dans un aiguillon peut-être qui apporte quelque chose. Je pense que les services de psychiatrie, peut-être, et les services de pédiatrie, peut-être, apportent aussi des éclairages qui permettent de renouveler les choses. Et peut-être qu'au-delà de la qualité des personnes, c'est la qualité des liens. Et vous allez me voir venir, puisqu'effectivement, je vais vous parler un tout petit peu de la pédopsychiatrie écosystémique telle que nous essayons de la construire à la Maison de l'Enfant et de la Famille à Créteil. Donc, avant de vous en parler, je vais vous proposer un petit repos en vous emmenant au cinéma pour vous parler de cette unité d'enseignement qu'on a mise en place, qui s'appelle Éthique et Cinéma, avec les étudiants en médecine à Créteil, donc, où les étudiants qui participent donc à cet enseignement, qui ont des points de parcours, ça rentre dans leur qualification pour l'internat, etc., ont la possibilité de fabriquer un film sur une thématique éthique de leur choix, en bénéficiant du soutien des professionnels du cinéma, puisqu'on a un partenariat avec la FEMIS, l'école de cinéma, qui met à leur disposition, pendant 4 mois, un chef opérateur, un monteur, des comédiens et un scénariste pour travailler la réalisation d'un petit court-métrage de 5 minutes.
Donc, c'est des moments qui sont très passionnants parce que quand un étudiant en médecine qui essaye de formaliser par un récit cinématographique une problématique éthique, il va se poser la question de est-ce que le chef opérateur lui demande où est-ce qu'on met la caméra, est-ce que c'est un gros plan, est-ce que c'est un plan large, est-ce que ce sont les émotions qui t'intéressent, est-ce que c'est le dialogue, est-ce que c'est la lumière et la construction du récit. On voulait vous proposer de partager ce qui peut être inscrit dans un récit cinématographique. Donc, alors le film que vous allez voir, c'est un film qu'on a réalisé avec Tselina, qui est pneumologue. Et on va vous laisser découvrir ce que peut être la place des proches, et puis je reprendrai brièvement la parole après la projection. Anthony, bonjour. Hey, docteur, je vous avais pas vu. C'est aujourd'hui ton bilan en HDJ. C'est bien que tu sois venu. Ouais, ils m'ont déjà pris un max de tubes de sang, j'espère qu'il va m'en rester quand même. Bon, je passerai te voir dans l'après-midi après tous tes résultats. Ouais, mais ça va pas être trop long quand même. Ah, Anthony, tu sais bien pourquoi on fait tout ça. Allez, viens vite mon chéri. Non mais tout le monde te cherche là-haut pour tes examens du souffle. Allez, sois gentil. Anthony, il faut que tu ailles aux EFR. C'est toujours pareil avec toi, tu descends sans prévenir, il faut qu'on te court après, on n'a pas que ça à faire. On est désolé, je suis désolée chez Carole, on va monter. Hein. Non mais sérieux, en plus, je pense que c'est bien pour ton souffle de fumer avant tes EFR. Ça va, allez, j'y vais là, c'est bon. Non. Juste on se pose, non? Ouais. Ouais. J'ai ça, mais une télé. Ça va, tranquille? Ça va, Tony? Non. Tony, ça va ou quoi? T'as pas vu hier, t'étais passé où? C'est ta daronne qui t'a pris la tête encore? Non, tranquille, j'étais à l'hosto, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Alors, ils t'ont dit quoi pour ta maladie? Bah, ça y est, je vais avoir de nouveaux poumons. Des nouveaux poumons. Et ils vont les trouver où, à Lidl? Mais non, gros, ils vont me donner des poumons, pas trop amochés, d'un mec là qui est pas encore complètement mort. C'est ça la greffe. Oh là. Et genre, tu vas respirer avec les poumons d'un mort? Et ces bâtards là, il veut que je sois clean avant. Je fume pas de clope, pas de shit. Et en plus de ça, je dois prendre plein de médocs. Vas-y, me casse les couilles. C'est quoi, peut-être ils gardent les poumons pour les fils de Richoux, hein? Non, pas question de fils de Richoux. C'est pas un problème de thune, c'est un problème de pas fumer. Vas-y, toi t'as cru que les fils de Richoux ils fumaient pas, peut-être? C'est rien. C'est rien. De quoi? Putain les gars, y'a pas la bande à tifo là? Ouais. T'as raison. Eh mais ils ont rien à faire là, venez on les dégage. Allez, cassez-vous. Allez, barrez-vous! Barrez-vous! Bonjour, Berthier. Ah, docteur, il dort encore. Il est tellement fatigué.
Il va falloir que je rentre, il faut que je l'examine avant la réunion avec les chirurgiens. Oui, mais il respire mal, hein. Même avec l'oxygène. Hein. Vous croyez qu'on peut augmenter un peu On va voir. Bonjour Anthony. Je constate comme vous qu'il s'aggrave. Je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à faire la greffe au plus vite. Docteur, vous devez faire quelque chose pour mon petit garçon. Non, c'est pas un mauvais bougre. Hein. Il a fait des bêtises des fois. Mais là, maintenant, il est sérieux. Il fume plus, il traîne plus dehors. Aidez-le. Il le mérite. Je vous entends, Madame Berthier. C'est pas une question de mérite. La question, c'est de savoir ce qu'on peut faire de mieux pour Anthony. Je comprends. Mais vous voulez dire? C'est une chirurgie qui est très lourde. Elle peut mourir dans les premiers jours. Le corps peut rejeter les poumons. Puis il y a le risque d'infection. Et les médicaments, il faut qu'il les prenne scrupuleusement, tous les jours. Est-ce que vous pensez qu'Anthony est prêt pour une telle épreuve? Oui. On fera tout ce que vous nous direz de faire. Donnez-nous une chance. Je vais l'examiner si vous voulez bien nous laisser. Allez. Tu peux t'asseoir pour l'examen? Relève un peu ton t-shirt. Allez, respire fort par la bouche. Docteur, la greffe, c'est ma seule chance. Je suis né avec cette maladie. Vous savez, j'ai rien eu le temps de vivre, moi. Je suis même pas allé avec une fille. Je vais faire tout ce que je peux pour toi, je te le promets. Hey les gars! Oh! Manu! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Mon rêve! Lilou! J'étais sûr que t'allais revenir. Tranquille, ça va? Ça va et toi? Oh Kevin! Ouais, Tony! Ça va? Ça va et toi? Wow. Trop fort, Tony! Bah ouais. Ça y est, l'hiver est passé, tu fais ton retour. Ah ouais, il fallait hein. Vas-y, c'est toi le chef, monte sur le trône. Attends. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Maintenant, je suis tout neuf. Mais j'avoue que j'en ai un peu chié en réa. Hein. Ah ouais, j'imagine. Ouais. Mais je prends mes médocs tous les jours maintenant. Hein. Je suis obligé. J'espère. Hein. C'est Leïna ou pas? Quoi? Elle est avec lui maintenant? Ouais, mais t'inquiète, c'est... Ah, Tony, t'es revenu? T'as laissé sortir ta mère? Waouh, t'as trop changé, t'as grave beau. C'est vraiment un bouffon, lui. Il fait le malin depuis 2 semaines, c'est Pierre. Eh, y a une teuf ce soir dans le parc, vous êtes chaud, on va faire un tour? Je sais pas, hein. Il y a Tifo et tous ses potes, enfin c'est sûr ils vont nous attendre. Ouais. Oh, putain, Une désolé, taf? je veux pas. Une taf? Ouais. T'es sûr? C'est pas interdit, tu sors de l'hôpital. Non, ça va. Ouais. Juste une. Pour fêter mon retour. Mec, c'est pas ça. Tu fais chier, hein. Moi, ça me chauffe la soirée. Hein. Sérieux? Ouais. Ouais, mais par contre, s'ils nous font chier, on les démarre. Oh non, Anthony, pas toi. Quoi? T'es encore trop fragile. Fragile? Mais arrête. Enfin, tu te prends pour ma daronne ou quoi? Allez, c'est bon. C'est pas l'organe qui va dicter ma vie. Allez, on se taille.
Alors Anthony, c'est une sorte de personnage qui est une chimère qui a été construite entre un vrai jeune qui était dans le service de pneumo ici au CHU de Caen, donc que moi j'avais suivi pour l'accompagner dans ces derniers jours. Et puis donc Célina, vous avez vu que c'était une affaire de famille, hein, c'est-à-dire que les liens, c'est des liens qui permettent de construire d'autres liens, comme avec l'espace éthique. Célina est pneumologue, donc effectivement, c'est beaucoup d'autres situations. Et ce jeune Anthony m'avait dit, avant de mourir, il m'a dit, mais moi je vais mourir, j'ai rien vécu. Et vous êtes prof de médecine, et ben, vous raconterez ma vie à vos étudiants, vous leur en parlerez. Voilà. Donc, souvent, je parle de lui et puis de cette promesse. Et j'ai pensé quand, effectivement, Grégoire et puis Guillaume m'avaient invité, je me suis dit, tiens, mais on s'est dit, parler des proches. Dans ces situations-là, c'est qui les proches? Les proches, donc une maman qui vit seule avec un enfant qui a une maladie chronique. Alors on pourrait dire, allez, une relation fusionnelle, enfin on pourrait la qualifier de tas de façons, mais cette femme qui a passé sa vie avec ce garçon, les proches, c'est ses copains là, sur la passerelle là, entre Charenton et Ivry. C'est peut-être ces proches-là qui ont déterminé ce que deviendra cette greffe. Et puis alors, la question éthique qu'on se posait, c'était est-ce qu'on essaye de parler de dilemme que ça représente pour les médecins qui prennent la décision. On fait la greffe, on ne la fait pas, quel sens ça a, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y a la pénurie de greffons, et à l'inverse, quel sens ça a de lui proposer? Et puis finalement, comment on supporte l'incertitude de ne pas savoir ce qu'il va en faire, quoi, en fait. C'est partie de ces questions qu'on a voulu partager. Et vous avez vu, dans cette UE, avec les étudiants en médecine, on fabrique tous nos scénarios. Alors nous, on a joué le jeu avec plaisir. Je ne cache pas mon plaisir. Et on a réfléchi comme ça à tous ces scénarios. Donc les étudiants en médecine venaient nous apporter leurs idées de scénarios, et puis on travaillait tous ensemble en disant mais qu'est-ce qu'on en fait? Et puis on avait la chance d'être accompagnés par des professionnels du cinéma. Et donc il y avait Laura qui présentait des grands films de l'histoire, Elephant Man, etc. Et qu'on travaillait ensemble avec les étudiants en disant qu'est-ce qu'il nous a dit? On prenait un morceau d'un extrait de Kurosawa ou d'un autre film, et puis on les regardait avec les étudiants en médecine qui ensuite, de façon incroyable, en 3-4 mois, ont produit ces films. Alors, bon, d'une part, je voulais partager cette expérience, parce que comme enseignant, et puis on en parlait hier avec Jean-François Delfrécy, effectivement, c'est notre préoccupation que l'éthique, ce ne soit pas un truc de vieux barbons qui seraient des intellos hors sol d'une façon ou d'une autre. Enfin, donc on partage profondément l'idée que notre objectif, c'est que l'éthique se vit tous les jours. On est soignant, et c'est tous les jours dans la rencontre avec les patients, les collègues, les familles. Et puis, je vous disais un mot de la pédopsychiatrie écosystémique, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer un directeur intelligent, j'allais dire. Ils sont tous intelligents, mais il y en a avec qui on parle plus facilement qu'avec d'autres. On a pu créer cette maison de l'enfant et de la famille où on fait la proposition de déplacer la notion de vulnérabilité de l'individu à vulnérabilité du système. C'est-à-dire qu'avec les enfants, on essaye de se poser la question de quels sont les systèmes relationnels pertinents autour de l'enfant. Et on a fait tout un département qui va permettre de travailler avec ces systèmes. Alors ces systèmes, ça peut être la famille, ça peut être, dans certains cas, c'est l'ASE, dans certains cas, c'est le club de basket, dans certains cas, c'est la PJJ, parce que la PJJ nous a bien repéré.
parce qu'on a développé des outils pour rencontrer des systèmes relationnels vulnérables. Et donc, rencontrer un jeune qui est à la PJJ, par exemple, c'est le parquet qui m'a appelé hier matin en me disant vous pouvez passer au tribunal, on a un jeune qui est déféré. Et il a tapé le juge. Alors, je ne savais pas que c'est la première fois moi, que je vois qu'on me parle de ça, donc 14 ans. Et puis on me dit, l'année dernière, il a été hospitalisé sous contrainte en HO à 13 ans. Alors, on a développé une unité mobile qui va dans le tribunal, qui va dans le centre éducatif fermé. On a développé des unités mobiles qui vont à l'école, c'est-à-dire une unité mobile d'intervention scolaire, c'est-à-dire quand ces enfants réputés hautement perturbateurs dans les écoles, ou ces enfants, ces adolescents qui ont des troubles du comportement grave, vous savez bien que si on les envoie aux urgences de l'hôpital, ils vont se retrouver, ils vont attendre 6 heures, ils vont se retrouver, ils vont être vus par un interne de pédiatrie à 2 heures du matin qui n'aura aucun moyen pour régler le problème. Et donc, on a inventé, donc là, on a des financements pour des unités mobiles qui vont dans les foyers de la PJJ, dans les foyers de l'ASE, et on travaille avec les éducateurs, on travaille avec les familles, on fait des thérapies familiales à domicile, et on a pu embaucher des familles père aidantes, par exemple. Donc, on a une famille que j'ai réussi à embaucher dans notre équipe pour son expérience comme c'est une mère de famille d'un enfant qui avait des troubles des apprentissages. Et donc, quand on accueille ensemble des nouvelles familles, on le fait ensemble avec la famille père aidante qui est salariée de l'hôpital. Donc, on a créé des dispositifs pour orienter nos soins, non pas en premier vers l'individu, l'enfant ou l'adolescent. Alors, évidemment, on ne méconnaît pas, je suis capable de prescrire un bilan neuropsychologique s'il y a un doute, et puis on est capable d'aller plus loin dans l'évaluation orthophonique, langage ou du développement ou un diagnostic d'autisme. Mais on commence par considérer que la demande et la vulnérabilité, c'est celle du système relationnel engagé autour de l'enfant. Et donc, avec les internes, on a essayé de théoriser ça en disant on va faire un diagnostic de situation. Donc, quand ils arrivent en me disant c'est tel enfant, 12 ans, porteur d'un trouble du neurodéveloppement, non. Le diagnostic de situation. Le diagnostic de situation, c'est un diagnostic fonctionnel. Comment il est à l'école, comment il est avec les autres, comment il est dans sa famille, comment il est avec son éducateur, comment il est dans le club de basket. Et ceux qui sont incarcérés, souvent les autres enfants ou adolescents qui sont avec lui, ne le fréquentent pas parce qu'il est un peu bizarre, il est un peu étrange. C'est un assez bon critère clinique de jeunes qui vont mal et qui, en plus, certains jeunes délinquants ne veulent pas les fréquenter. Donc, le diagnostic de situation, c'est ce qui va présider à notre organisation des soins. Donc, on développe des outils particuliers. Et pour l'hôpital, puisque je pense que les services de psychiatrie, enfin tous les services pourraient être concernés, mais les services de psychiatrie ont peut-être un rôle particulier aussi dans le fait de porter une certaine pensée du système relationnel et des outils qu'on a à disposition pour l'ensemble des soignants de tous les services. On a mis en place des groupes, des ateliers de médecine narrative transversaux à l'hôpital, donc la direction, au CHIC, a accepté que tous les soignants qui le souhaitent disposent de 2 heures, une fois par mois, pour participer à ces ateliers de médecine narrative. Et j'ai pu recruter un attaché littéraire hospitalier dans l'hôpital qui anime ces groupes de médecine narrative. Donc on peut orienter les soins sans méconnaître le besoin de l'individu, mais vers une appréhension de la vulnérabilité d'un système relationnel. Et je pense qu'on est à la fois beaucoup plus efficace, on est à la fois beaucoup plus économe, et on est beaucoup plus près d'un travail dans la durée, en prévention et en soutien d'une dynamique des partenaires, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus efficace, par exemple, à soutenir les enseignants dans les écoles, que nous-mêmes extraire l'adolescent dans un espèce de fantasme de réparation, et ensuite on le rendrait son système d'origine. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est vrai que cette question de la vulnérabilité relationnelle est quelque chose qui a aussi travaillé dans le champ des sciences humaines et de la sociologie en particulier, parce qu'on est attentif à ce qui nous lie. Puis merci encore aux 3 intervenants de cette table ronde. Vous pourrez échanger avec eux peut-être pendant la pause.